Madame, monsieur, bonsoir et merci d'être avec nous. Vous êtes sur Equinox Télévision. Je vous souhaite la bienvenue sur 237 le débat. Le taux d'exécution physique du budget d'investissement public en moyenne reste faible à travers l'étendue du triangle national, loin de 50% à ce jour selon les autorités compétentes à quelques semaines de la clôture de l'exercice budgétaire en cours. Faut-il espérer le miracle? Pourquoi ne tire-t-on pas jusqu'ici les leçons du passé? Paul Biya a-t-il décidément prêché dans le désert l'année dernière? Pourquoi les lignes ne bougent-elles pas? Faut-il ajouter à la non-maîtrise des réformes intervenues dans le secteur des marchés publics avec toutes les confusions qui s'y opèrent, l'absence d'une réelle volonté politique? Où sont passées les feuilles de route? Où est-ce qu'on en est avec le plan d'urgence annoncé? Madame, monsieur, voilà quelques repères sur lesquels nous allons revenir au cours de ce débat. Je vous retrouve dans un très court instant, juste après le générique, pour vous présenter les panélistes. Merci de nous retrouver sur le plateau de 237 au débat sur Equinox Télévision cette semaine qui embarque avec des experts dans le secteur. Nous avons le docteur Ariel Nitedem, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Merci d'avoir accepté ce rendez-vous. Vous êtes politiste, analyste des politiques publiques. Nous avons également pour ce débat le docteur Dikoumé Monjo, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes expert en économie des projets, vous êtes également un acteur de la scène politique camerounaise. L'économie des projets, c'est-à-dire tout ce qui va de la conception du projet à l'évaluation en passant par les mécanismes de financement, c'est ça? C'est exactement ça. Merci d'avoir accepté ce rendez-vous. Également sur le plateau de 237, le débat sur Equinox Télévision cette semaine, Thierry Téné, bonsoir. Bonsoir, monsieur Maro. Vous êtes expert des questions de développement durable. Tout à fait. Monsieur Nyounal, bonsoir. Bonsoir, Fénélon. Merci d'avoir accepté ce rendez-vous. C'est moi qui vous remercie. Vous êtes chef d'entreprise et qualiticien. Oui. Alors, nous allons revenir, comme annoncé à l'entame, sur le budget d'investissement public dont le niveau de consommation reste faible selon des évaluations qui sont subséquemment faites ces derniers jours. Mais avant, pour planter le décor, je vous propose ce reportage. Il faut noter qu'au 30 septembre de cette année, le budget d'investissement public était exécuté à 36,7% seulement selon le ministère camerounais de l'économie, un peu plus selon le ministère camerounais des marchés publics à la mi-octobre 2014. Que ce soit dans l'un ou dans l'autre cas, on peut noter que la sous-consommation de ces financements reste évidemment faible. Et pour quel motif? Je vous propose cet élément de Marcelin Gangsob et je vous retrouve juste après pour le débat. D'une région à l'autre, le taux d'exécution du budget d'investissement public demeure faible. Le taux d'exécution physique du budget d'investissement public dans l'extrême nord était de 49%. D'une part, à la non-maîtrise de la notion de budget programme et de la réforme des marchés publics par les acteurs sur le marché, notamment les gestionnaires de crédit, les opérateurs économiques, le retard dans l'attribution des marchés même, du fait de la non-existence des commissions techniques de passation des marchés. Il y a aussi la programmation même, qui n'est pas souvent conforme au journal de projet. Le taux d'exécution n'est pas encore satisfaisant. On est à 39-40%, le taux d'exécution physique. Déjà, on a des problèmes en début d'année pour la réalisation des DAO. Et avec la saison des pluies également, la majorité des projets commencent assez tard dans la région du littoral. Dans les régions où quelques avancées ont été constatées, les difficultés ne manquent pas. Mais au niveau de la région de l'Ouest, le taux d'exécution du budget d'investissement public est de 62% pour le moment. Non, ça a évolué parce que l'année dernière, c'était autour de 37%. Vous comprenez? En pareille période, nous avons rencontré d'énormes difficultés dues essentiellement au non-paiement de certaines factures à certains entrepreneurs, n'est-ce pas, dans la région de l'Ouest pour le compte de l'année budgétaire 2013. Vous voyez, il y a certaines routes qu'on ne peut pas reprofiler maintenant, on ne peut même pas toucher. C'est tout simplement parce que c'est la saison des pluies. Et quand il pleut, il y a certains marchés qu'on abandonne. À la lenteur dans l'exécution des projets s'ajoute la qualité même des travaux réalisés qui, par endroits, laisse complètement à désirer. Nous constatons malheureusement quelques délinquants qui, malgré les efforts consentis par les pouvoirs publics pour améliorer le cadre de vie des populations locales, continuent à s'amuser avec le budget de l'État. Mais vous ne voyez que les toitures des hôpitaux,
hôpitaux, des centres de santé qui sont soulevés, qui disparaissent à la moindre petite tornade. Tout simplement parce que les matériaux qu'ils utilisent, on essaie de maximiser au mieux les profits. Et ce sont les populations qui payent la note. Elles qui sont obligées de continuer à tirer le diable par la queue en attendant de bénéficier de divers services sociaux de base susceptibles d'améliorer leurs conditions de vie. Voilà, merci de nous retrouver sur le plateau de 237, le débat sur Equinox Télévision. Monsieur Nyouna Nyounaï, comment est-ce que vous réagissez à cet élément avant de revenir sur les différents motifs et autres raisons qui sont avancées? Je vous propose, n'est-ce pas, de revenir sur la conformité des chiffres qui traduisent le niveau d'exécution du BIP par rapport à la réalité. Alors, lorsqu'on parle de 36%, 36,7% au 30 septembre, à plus de 45% à la mi-octobre, est-ce que ces chiffres qui sont avancés par des autorités compétentes vous paraissent vraisemblables par rapport à la réalité sur le terrain? Oui, en fait, c'est des chiffres qui paraissent vraisemblables au niveau des taux d'exécution. Mais ce que je voulais dire, tout simplement, c'est que entendre parler des autorités, et surtout les raisons que les autorités donnent, on a l'impression à chaque fois et chaque année qu'on est surpris. Et nous sommes surpris chaque fois, soit par les pluies, soit par le fait qu'on n'a pas payé à temps, et ainsi de suite. Tout ce que je dis, c'est qu'à chaque fois qu'on dit un taux de 0,36%, il faudrait qu'on ajoute qu'on a déjà bouffé 0,96%, c'est-à-dire 96% plutôt du temps. C'est par rapport à ce temps-là qu'on est à 0,36. Et quand on compare les deux, on se rend compte, contrairement à ce qu'on entend, parce que certains disent que c'est bon par rapport à l'année dernière, moi je suis bien d'accord, mais quand on est à 0,36%, à 96% ou 93% du temps consommé, il faudra faire la magie, n'est-ce pas, pour atteindre même les 50%. Tikoumé Bonjo, est-ce qu'on devrait s'en réjouir? C'est vrai, s'il est établi que les chiffres qui sont avancés par les autorités compétentes sont avérés, est-ce qu'on devrait s'en réjouir cette année comparativement à l'année dernière sur le taux d'exécution physique? On ne doit pas s'en réjouir parce que d'abord, ce n'est pas exact que par rapport à l'année dernière, on a fait mieux. En août, l'année dernière, on était à 37% du taux d'exécution. Maintenant, on est fin septembre. On est en octobre, pratiquement. Non, les chiffres qui sont donnés sont les chiffres de fin septembre. On est à 36,7. Donc on n'a pas fait mieux. Ce sont les chiffres du ministère de l'économie. Et il y a une évaluation qui est faite par le ministère des marchés publics qui remonte ces chiffres à plus de 45%. Oui, moi j'ai dit ça, c'est propre à nos gouvernements de ne pas donner des chiffres fiables, vérifiables par le propre gouvernement. Chacun dans son coin dit ceci, et après ça crée la confusion, personne ne sait exactement ce qu'on a fait. Donc je dis, on ne peut pas s'en réjouir parce qu'on n'a pas fait mieux que l'année dernière, mais il y a pire. Il y a pire, cela voudrait dire que, je voudrais dire que l'année dernière, le chef de l'État a sorti un décret modifiant les conditions de prestation de marché. Parce que le diagnostic semblait dire que c'est ça qui était en cause. Or, qu'est-ce que ce décret a touché? Il a touché essentiellement les montants que les commissions des ministères étaient autorisées à gérer, et les gros marchés, on les a passés au ministère, pensant que là, il y aurait les compétences pour faire que les choses aillent mieux. Mais manifestement, le diagnostic qui a été fait pour prendre ce décret-là n'était pas bon. Les raisons étaient ailleurs. Peut-être qu'on reviendra sur ces raisons un peu plus tard. Docteur Ariel Nietedem. Oui, il faut dire que quand je vous entends parler des chiffres,
je ne sais pas d'où vous avez obtenu ces chiffres, parce que si je m'en tiens au communiqué de presse qui a été publié dans le Cameroun, c'est il y a 2 jours, le communiqué de presse du ministre des Travaux de marché public, on parle de 29% de marchés réceptionnés au 15 octobre sur 3316 marchés programmés en début d'année. On parle de projets. Sur 3327 projets programmés en début d'année, on a réceptionné 759 au 15 octobre 2014, ce qui représente 29%. Alors il y a un problème ici parce que on a le ministre des Finances qui parle de l'exécution financière du budget et qui parle de l'exécution à mi-parcours, ou bien en septembre, comme vous le dites, et le ministère des Travaux, ministère des Marchés Publics sort ces chiffres. Le ministère plutôt de l'économie, pas le ministère des Finances. Donc le problème est celui-ci. Il y a un problème de cohérence des réformes qui sont mises en œuvre au Cameroun. Il y a une réforme des marchés publics, il y a une réforme des finances publiques. Il faut justement mettre en cohérence ces réformes, de façon quand les chiffres sortent, que le Camerounais ne se perde pas. Parce que ça, il s'agit d'une communication gouvernementale. Elle doit être harmonieuse, elle doit permettre aux Camerounais de comprendre de quoi il s'agit. Au-delà... Est-ce qu'on peut reprocher la disharmonie? Parce que c'est 2 départements ministériels qui font chacun une évaluation à une période donnée. On a une évaluation en fin septembre, dont une évaluation arrêtée au 30 septembre et une évaluation arrêtée à la mi-octobre. C'est 2 évaluations différentes qui transpirent de 2 départements ministériels différents. Oui, est-ce qu'on peut reprocher à cette démarche une discordance? Tout à fait, ça nous donne une image qui n'est pas cohérente, c'est ce que nous sommes en train de dire. C'est une image qui n'est pas cohérente et qui est incomplète. Parce que quand on parle de l'exécution du budget, il y a 3 choses. Il y a l'exécution physique des projets, il y a l'exécution financière, il y a l'exécution de la performance. Il ne faut pas oublier qu'on est au budget programme depuis 2013. Donc quand on nous dit qu'on a exécuté 29% de projets, qu'on a réceptionné 29% de projets, et on classe par région, je peux vous dire la région du nord-ouest a le taux de 59% de marché réceptionné, le taux le plus élevé. La région de l'est, du centre, autant pour moi, a le plus bas, 13% de projets réceptionnés. Au vu de ce communiqué de presse du ministère des Travaux, des marchés publics. Alors, on ne dit pas ce que ça représente en termes de consommation des crédits budgétaires. On ne dit pas ce que ça représente en termes d'atteinte des résultats qu'on s'est donnés. Parce qu'en réalité, vous avez entendu la dame qui a parlé des conditions de vie des Camerounais. Ceci pose la problématique de l'efficacité socio-économique de la dépense publique. On n'en parle pas du tout. Pourtant, le budget programme où on s'est engagé depuis 2007, qui est entré en vigueur en 2013, devrait permettre d'aller vers la performance, d'aller vers l'amélioration de l'efficacité socio-économique de la dépense. Ce que j'appelle efficacité socio-économique de la dépense, c'est l'impact de la dépense sur les populations, l'impact de la dépense sur l'économie. Et c'est de ça qu'il s'agit. Alors, pour y arriver, il faut d'abord exécuter les travaux et ensuite regarder si la performance a été atteinte. Je vais vous prendre un exemple. Vous pouvez construire un réseau électrique dans une localité. Tant que ce n'est pas connecté au réseau SONEL, il n'y aura pas d'électricité. Le réseau sera construit, les populations n'auront pas d'électricité, on n'aura pas atteint le résultat. Vous pouvez construire des logements sociaux. Tant que les Camerounais ne sont pas rentrés là-dedans, vous avez des bâtiments là et on n'aura pas atteint le résultat. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Et c'est la culture des résultats. On est encore, malheureusement, à la culture des moyens. Et ça, il faut justement qu'on comprenne de quoi il s'agit. Le budget programme, c'est la culture des résultats. Nous en débattons. Juste avant que vous ne preniez la parole, Thierry Téné, je dois mentionner que les autorités en charge des marchés publics ont été sollicitées pour ce débat. Ils ont décliné l'offre. Ils pourraient nous apporter un peu plus d'éclairage. Malheureusement, elles sont absentes. Vous prenez la parole, Thierry Téné. Merci, M. Maroui. Je pense que les chiffres qui ont été donnés par le dernier intervenant sont ceux que moi-même j'ai vus dans le communiqué gouvernemental, parce qu'il faut qu'on mélange les choses. On peut en même temps critiquer le gouvernement, donner les informations, après les reprocher en même temps des informations erronées. Donc on va quand même reconnaître que pour l'instant, on a effectivement communiqué sur les projets réceptionnés, dont les 29% qui ont été, c'est des projets qu'on a déjà réceptionnés. Maintenant, dans le même communiqué de presse, il y a une classification qui est faite. Il y a un certain nombre de projets qui ont été attribués, qui sont en cours. Donc en fait, le même ministère, si on republie
les statistiques aujourd'hui, vous allez voir peut-être qu'entre-temps, on a réceptionné 1 ou 2 projets. Ça va modifier les statistiques. Donc, il faut qu'on prenne un peu ça en compte quand on fait nos discussions. Il peut y avoir une évolution. C'est évolutif, puisque au moment où nous parlons, certains projets sont ce qu'on appelle dans le pipe. On est en train de les réaliser. Effectivement, il suffit qu'on dise, on avait une route qui devait être finie peut-être en septembre. Elle est finie peut-être là, début octobre. Actuellement, si vous faites la classification à la fin octobre, effectivement, la route a été, par exemple, réceptionnée. Je pense qu'il faut quand même qu'on apporte des précisions sur ce point qui peut expliquer l'évolution des chiffres. Après, je pense que les autorités sont les premiers à reconnaître qu'on est vraiment en deçà de la performance attendue. Donc, parce que là, 30% à peine, effectivement, on attend beaucoup. Alors, eux-mêmes, ils évoquent des raisons. Donc, apparemment, la réforme des marchés publics qui a été apportée a effectivement eu des effets de créer un peu un engorgement, puisqu'on dit le ministère des marchés publics doit valider un certain nombre de dossiers. Donc, effectivement, ça alourdit. Imaginez si on avait 10 fonctionnaires qui, à un moment donné, devaient regarder peut-être une quinzaine de projets à l'année. On fait la réforme. Ils ont maintenant plus de projets à gérer et donc ça augmente le temps de retard. Donc, ça peut être l'un élément. Un autre élément aussi très important, et je pense que là, on peut revenir à la formation même des fonctionnaires parce qu'on parle de certains thèmes, des DAO, des dossiers d'appel d'offres, des thèmes de référence qui n'ont pas encore été produits. Et d'ailleurs, pour l'année prochaine, on explique qu'avant la fin de cette année, la plupart des départements ministériels et des services déconcentrés de l'État doivent produire effectivement maintenant les thèmes de référence des projets et des dossiers d'appel d'offres pour ceux qui vont lancer en janvier. Effectivement, pour qu'en janvier, on rentre déjà dans la partie opérationnelle des projets. Donc je pense qu'il y a plusieurs choses qui rentrent en compte. Les autorités, effectivement, ont fait un premier diagnostic qui a peut-être créé encore plus de problèmes en alourdissant la charge de travail des fonctionnaires du ministère des marchés publics. Ensuite, il y a un autre qui relève là aussi pour le coup des prestataires. Parce qu'en même temps, il y a certains prestataires qui, pour avoir, et ça pose un gros problème au niveau de l'administration de la fameuse l'offre la moins disant. Concrètement, c'est quoi? Vous êtes le moins cher, c'est vous qu'on prend. Alors, qu'est-ce qui se passe? On a beaucoup d'entreprises qui proposent les offres moins chères et qui, après, demandent des rajouts budgétaires. Après avoir bémolisé les coûts du marché. Effectivement. Et ça, alors, ça pose beaucoup de problèmes. Est-ce que vous pensez que ces raisons sont valables, qu'elles pourraient justifier ou alors expliquer efficacement et considérablement la sous-consommation du BIP? Alors, effectivement, on a plusieurs raisons. Encore une fois, on a des raisons qui incombent à l'État, au gouvernement. On a des raisons qui incombent à l'administration. J'ai vu aussi quelque part que pour certains montants, vu qu'il y a l'opération épervier, beaucoup essayaient de ne pas se mouiller pour faire passer. Ça m'a fait d'ailleurs sourire. Il ne peut pas faire passer les marchés parce que, vu les montants, on peut être soupçonné par... Les crédits sont frileux. Certains étaient frileux. Je ne sais pas à quel niveau ça joue dans l'attribution des marchés, mais j'ai vu ça quelque part. Non, bien évidemment, tout ce qu'on évoque là a des répercussions sur la consommation du budget. Par contre, et c'est important d'ailleurs qu'on dise à nos compatriotes, on passe quand même d'une période où le gouvernement, jusqu'à certaines années, n'avait pas assez d'argent pour réaliser ses projets. Maintenant, le gouvernement en a beaucoup, au point où on ne consomme pas assez. Donc, c'est quand même un élément important qui dit, on a de l'argent dans les caisses, maintenant, qu'est-ce qu'on fait de cet argent? Comment on gère les appels d'offres? Pour ma part, il y a un gros problème de formation des fonctionnaires. Ce n'est pas parce qu'on réunit les gens, on dit passer les appels d'offres que ce sera efficace. Je me rappelle, quand j'étais par exemple encore enfant, on forme des personnes très techniques sur la passation des marchés. Ensuite, il y a le problème qui est l'alourdissement de la procédure. Mais moi, j'ai répondu à des appels d'offres cette année. Pour répondre à un appel d'offres, il y a d'abord l'appel d'offres ouvert. Très bien, ça a mis 3-4 mois. Ensuite, on vous sélectionne parmi les deux dans l'appel d'offres restreint. Et c'est après encore 3-4 mois que vous avez le marché. Donc, effectivement, un marché qui aurait pu être passé depuis janvier, c'est en septembre, octobre qu'on le passe. Donc, effectivement, oui, ça a des répercussions sur la sous-consommation des budgets. Oui, M. Mahop, je vais quand même donner quelques éclairages pour qu'on ne... Parce que moi, je suis expert, n'est-ce pas, au ministère des marchés. Je ne suis pas des marchés publics, mais je suis un expert des marchés publics. Quand on a modifié, c'est-à-dire on a apporté des modifications au niveau de l'octroi des marchés, ce qu'on a mis dans ce décret, c'est de prendre les experts à l'extérieur. Ce ne sont pas les fonctionnaires qui font les analyses d'appel d'offres. Moi, je suis un président de la commission, je vais souvent à Yaoundé, quand on me donne... Je veux dire que ce n'est pas au niveau de l'expertise ou de la formation. Aujourd'hui, quand vous regardez la composition
des équipes, n'est-ce pas, qui font l'analyse des offres, ou c'est-à-dire qui sont dans les sous-commissions d'analyse ou dans les commissions de... ce sont des privés. C'est-à-dire que ce sont des experts qui ont déposé les dossiers. Moi, je suis l'un d'eux. Je peux vous dire, il n'y a pas longtemps, j'étais encore président de la commission ici. Ce que je veux dire, c'est que tout ce que le gouvernement a fait, par exemple, j'entendais M. Thierry Téné dire que quand on lance les appels d'offres en double, vous devez savoir qu'on lance d'abord un appel à manifestation d'intérêt. Ensuite, un appel d'offres restreint. Pourquoi? Parce que le problème ne vient pas de là. Le problème vient du temps qu'on met, que le ministère des marchés publics met pour remettre le DAO. Pourquoi est-ce que nous demandons qu'on fasse, c'est nous qui demandons qu'on fasse les appels à manifestation d'intérêt? Parce que lorsqu'on fait un appel d'offres, vous êtes 20. Lorsque vous recevez 20 personnes sur un dossier que vous devez traiter, par exemple, un dossier de 875 millions, et vous avez 20 candidats, je vous assure, vous ne pouvez pas faire moins de 10 jours pour analyser. C'est pour ça qu'on dit, on regarde, et quand vous regardez même à la fin, vous vous rendez compte qu'il y a à peu près une quinzaine d'entreprises qui ne devraient même pas soumissionner parce qu'elles sont éliminées du fait qu'ils n'ont pas un certain nombre de choses et qui pouvaient être parties à l'appel à manifestation d'intérêt. C'est pour ça qu'on fait cet appel à manifestation d'intérêt. Ce que je voulais dire, c'est que d'abord, c'est pas la plupart des marchés aujourd'hui, il y a très peu de fonctionnaires qui travaillent. Ça peut être des fonctionnaires qui sont retraités, ça peut être des fonctionnaires qui sont en privé, mais la plupart, moi, chaque fois que je suis allé dans une commission, je suis président d'une commission, tous sont des privés, n'est-ce pas, dans les marchés publics. Oui, je dois dire que le problème n'est pas au niveau tactique, il n'est même pas au niveau opérationnel, il est au niveau stratégique. C'est pour ça que je parle de ces deux réformes qui ont été mises en place. Il faut regarder ça au niveau stratégique. L'orientation de la réforme des marchés. Est-ce qu'il fallait centraliser ou il fallait décentraliser, comme c'est la pratique ailleurs? C'est ça le problème à ce niveau-là. Et ce que je voudrais dire, ce que M. Téné vient de dire, c'est un problème de capacité. Il pose le problème de la capacité de l'administration camerounaise à conduire les réformes. Nous avons des réformes très bien conçues, mais le problème, c'est au moment de la mise en œuvre de ces réformes. Le chef d'État a interpellé le gouvernement en fin de l'année dernière. Et ce gouvernement s'appuie sur une administration qui, malheureusement, manifestement, n'est pas suffisamment outillée pour, n'est-ce pas, mettre en œuvre des réformes. Et c'est ça qui fait problème. Il y a un problème. Quand on a engagé une réforme, il faut former, il faut renforcer les capacités. Et ni l'un ni l'une des deux réformes, je parle des réformes des finances publiques, avec le nouveau régime financier d'État, le budget programme, il y a encore beaucoup nous avons 200 000 fonctionnaires, on n'en a pas formé 10 000 au budget programme. Il y en a qui ne savent pas encore ce que c'est que le budget programme au jour d'aujourd'hui. Et d'ailleurs, l'administration elle-même dit qu'on n'a pas exécuté certains budgets parce qu'ils n'avaient même pas de budget programme dans les administrations. Tout à fait. Aujourd'hui, je veux dire, il y a une circulaire du ministre des Finances sur l'exécution du budget 2013 qui élabore, qui dessine le cadre de la démarche de la performance. Il faut désigner les contrôleurs de gestion dans les ministères. Cette circulaire le dit clairement. Mais je peux vous dire, aucun contrôleur de gestion n'est désigné. Il faut un contrôleur de gestion par programme. Les ministères en ont entre 3 et 4 programmes. Il faut ces contrôleurs de gestion. C'est eux qui vont, n'est-ce pas, veiller à la démarche performance, veiller à s'assurer qu'on est en train d'atteindre les objectifs qu'on s'est donnés. Ce n'est pas fait. Et l'Assemblée, vous voyez, quand je parle de ça, il faut parler de la préparation, de l'exécution et du contrôle de l'exécution du budget. Au niveau de la préparation, il y a un semblant on respecte les canons du budget programme au niveau de la préparation. Mais au moment de l'exécution, ça pose encore problème. Et encore moins au moment du contrôle, ça pose problème. Et je crois que c'est là le véritable problème du... Oui, on risque de s'enliser ou d'enliser le débat en restant sur les petits aspects techniques. À mon avis, il a posé un bon problème qui est la coordination des deux réformes, les marchés et les finances publiques.
la réforme des marchés et des finances publiques n'est pas sortie de 1962. Où Aïjo à l'époque avait institué un argent libre que le président de la République gère sans aucun contrôle. Cette logique-là est restée dans la réforme des finances publiques. Et c'est la raison fondamentale qui fait que les projets d'investissement ne sont pas réalisés, parce que ça dégage de l'argent que la haute hiérarchie utilise à volonté. Je vais vous prendre un exemple. Quand on a voulu créer la SNI en 1966, c'est les économies budgétaires que l'État avait réalisées qui ont permis de constituer le capital de la SNI. Aujourd'hui, quand un projet est programmé, qui n'a pas été exécuté ou qui est exécuté à moitié, que devient l'argent qui était là-dessus? Quand on regarde la loi de règlement, il n'y a pas l'exécution. Ça devient un argent libre que la haute hiérarchie de ce pays utilise à volonté. C'est ça le fond du problème de cette affaire de budget d'investissement non consommé. Les aspects techniques là, c'est dérisoire. Alors, vous êtes en train de dire que le problème n'est pas ponctuel, n'est pas conjoncturel, il est systémique. C'est tout un système. Oui, structurel. C'est pas seulement un problème de gouvernance, c'est un problème structurel aussi. Et un problème institutionnel, et même constitutionnel. Parce que tout à l'heure, il y a une faiblesse institutionnelle qu'il faut remarquer. Ça, il faut le dire. Et comme je disais tantôt, il y a les rapports entre l'exécutif et le pouvoir législatif quant au contrôle, quant au budget, le pouvoir financier. La réforme de 2007, la réforme des finances publiques de 2007 renforce le pouvoir financier du pouvoir législatif, de la représentation du peuple. Malheureusement, ce n'est pas encore dans les faits. Ça, c'est un facteur. À savoir que le Parlement a, au terme de cette loi, devrait nommer, n'est-ce pas, des contrôleurs, n'est-ce pas, des spéciaux, qui ont autorité pour contrôler le budget de l'État, l'exécution du budget, succède à tout moment. Alors, ça n'a pas été fait. Il devait nommer ces contrôleurs spéciaux, n'est-ce pas, à la première séance de l'Assemblée nationale de 2013. Ça n'a pas été fait. En 2014, en mars 2013, ça n'a pas été fait. En mars 2014, ça n'a pas été fait. Donc, l'Assemblée, le Parlement n'arrive pas à exercer ce pouvoir financier que la loi 2007 lui attribue. Ça, c'est d'un. De deux, nous attendons, le Cameroun attend sa première loi de règlement fondée, ou bien la première loi de règlement du budget programme. Elle est attendue à l'Assemblée. En réalité, elle doit être examinée avant l'examen du budget de l'année. Or, nous sommes déjà pratiquement en fin d'année, au mois de novembre, où on va bientôt convoquer ces assemblées, ces deux chambres, pour examiner le budget de l'État. Sans qu'on ne sache ce que le premier budget programme a... Oui, tout à fait, c'est la loi de règlement. Quel fruit il a produit. A été déjà déposé, sans qu'on le sache. Et cette loi de règlement doit être accompagnée pour la première fois de ce qu'on appelle en langage technique le rapport annuel de performance, qui en réalité regarde la performance. On s'est donné des objectifs dans le cadre des projets de performance des administrations. Maintenant, on doit regarder à travers le RAP l'atteinte de ces objectifs. Qu'est-ce qui a été prévu, qu'est-ce qui a été réalisé et les écarts. Parce que depuis 2013, quand l'Assemblée vote le budget, en fait, le gouvernement s'est engagé sur une performance à réaliser. Alors, ce n'est plus les moyens qu'on lui attribue. C'est une performance sur laquelle le gouvernement s'est engagé et on vote la performance, c'est-à-dire les objectifs à atteindre, la finalité de la dépense publique et même les moyens viennent derrière. Docteur Ariel Nitedem, faut-il pour autant mépriser les motifs qui sont évoqués pour justifier la sous-consommation du budget d'investissement public, des motifs autres raisons que nous avons écoutés dans l'élément que nous avons projeté et qui sont repris par Thierry Téné, qui tiennent compte de la frilosité
entre guillemets, des gestionnaires de crédit qui ne prennent pas beaucoup de responsabilités dans l'engagement des fonds publics, des lenteurs naturelles de l'administration camerounaise et même de la bémolisation des coûts de marché par certains opérateurs qui veulent absolument être des adjudicataires en méprisant un peu les coûts dans les marchés pour gagner justement les marchés qui sont pourvus. Tout à fait, ces facteurs sont bien fondés. Et ces facteurs contribuent, n'est-ce pas, à affecter le taux de consommation du BIP. Il faut dire d'ailleurs que le BIP pour le budget de l'État, il représente 30% du budget de l'État. Et là, on ne parle que du budget de l'État, parce qu'on parle de finances publiques, ce n'est pas seulement les finances de l'État. Il y a les finances locales. Et il y a maintenant cette partie des finances qui échappe au Cameroun, au contrôle des parlementaires, les finances sociales. En fait, on devrait avoir une loi de finances pour les finances sociales. Et cela a l'avantage que l'Assemblée contrôle. C'est une loi, ça passe par l'Assemblée. Ça a l'avantage qu'on ne peut pas utiliser les fonds réservés aux activités sociales à d'autres fins. Et à la fin, on retrouve des gens qui sont retraités, qui n'ont pas accès, n'est-ce pas, à ce qu'on a prévu pour leur retraite. Donc, là, nous ne parlons que des finances publiques de l'État. Et là, le budget le BIP, c'est 30%. C'est-à-dire environ 1000 milliards. Sur les 3300 milliards du budget d'État, c'est 1000 milliards. Et c'est de ça qu'on parle. Et quand on parle de 29% réceptionnés, vous comprenez que c'est ce que ça représente. C'est pour ça qu'on ne ressent pas ça dans le quotidien, le vécu des Camerounais. On ne ressent pas ça dans les infrastructures de base qui vont rendre notre économie compétitive. Et nous sommes allés aux APE. Il faut se dire ça devrait plutôt nous mettre beaucoup plus au travail, parce qu'il faut être compétitif. Donc, il y a des problèmes au niveau stratégique, au niveau opérationnel et au niveau tactique. C'est clair. Oui, moi, je voudrais qu'on revienne un tout petit peu sur ce que certains ont dit que ce sont des petits problèmes. Mais non, ce sont des questions de fond. Quand on parle, par exemple, de la formation du personnel de l'administration, j'ai bien compris que dans les commissions, d'ailleurs, c'est ce qui est le cas, on a beaucoup de privés. Mais prenons le cas de mon domaine, qui est la responsabilité sociétale des entreprises. Le gouvernement vient de passer un marché dans ce domaine. À ma connaissance, je ne sais pas combien de fonctionnaires de l'État ont déjà été formés d'un point de vue technique sur cette problématique. Or, ils doivent bien, aussi bien les fonctionnaires que même les personnes du privé, ils doivent bien trancher. D'abord, parfois c'est 70% de la note qui est sur le dossier technique. Comment analyser un dossier technique si au départ on n'est pas outillé? Voilà ma première question. La deuxième question ensuite, les 30%, c'est à partir budgétaire. Est-ce que ça ne rentre pas dans la sempiternelle question structurelle? En fait, quand je parle là, par exemple, de mon domaine, regardez, c'est dans le reportage qui était très bien fait, on a bien dit que même certains projets réalisés, et c'est là où il faudrait revenir a priori, même par rapport au budget qui est consommé, la qualité du rendu. Or, la qualité du rendu, ça dépend aussi de ceux qui ont analysé en amont les dossiers. Parce que si quelqu'un n'est pas très compétent, et puisqu'il a vendu un dossier moins cher, et c'est ce qu'on n'évoque pas, on doit donner aussi les marchés aux copains. Mais après, effectivement, on a une grosse problématique sur le rendu des travaux. Donc, moi, je préfère quand même que nous, on se focalise encore plus. C'est que le ministère lui-même a identifié comme les problèmes. Quand on parle des termes de référence, ça peut sembler n'être rien du tout. Mais si, justement, une administration ne prépare pas les thèmes de référence de son appel d'offres, dans les outils qui vont permettre de lancer l'appel d'offres, bien évidemment, l'appel d'offres ne peut pas sortir. Ça peut sembler quelque chose qui est complètement anodin, mais si les autorités mettent du temps à le produire, c'est qu'il y a un souci. Quand on dit aussi les dossiers d'appel d'offres, c'est pareil. Et après, maintenant, le temps des commissions, effectivement, je suis d'accord qu'il faut d'abord faire un premier tri. Un appel ouvert, donc on a plusieurs candidats qui arrivent, et après, sur la base des questions techniques, on élimine un grand nombre. Et c'est juste 2 ou 3 qui passent à un dossier final un peu plus lourd. Mais là aussi, si les délais sont très longs, effectivement, si on a plusieurs dossiers d'appel d'offres à passer, effectivement, ça va faire ce qu'à la fin de l'année, les budgets ne seront pas assez consommés. Ce sont des faits, ce sont des questions factuelles et qui ont des répercussions sur la consommation de ce budget. Monsieur, je voudrais quand même apporter un certain nombre de précisions, peut-être parce que je suis un peu dans ce domaine. Les dossiers d'appel d'offres, ne sont pas montés par les fonctionnaires. Il faut qu'on le sache. Nous avons des bureaux d'études à qui on donne les dossiers d'appel d'offres. Et ces dossiers-là, c'est nous qui les étudions parce que c'est un appel, c'est-à-dire on fait d'abord un appel avant.
Et nous est-ce que ces bureaux d'études font... Est-ce que je vous en prie, Thierry Téné. Thierry Téné, je vous en prie. Est-ce que ces bureaux dont il s'agit, dont vous faites allusion, font office de commission technique de passation de marché? Merci. Mais non, attention, c'est que nous confondons beaucoup de choses. Avant de lancer un appel d'offres, il y a un bureau qui monte le dossier d'appel d'offres, qui passe à l'ARMP. Ce que je voudrais quand même dire, il ne faut pas l'oublier parce que il ne faut pas faire comme si... Parce que vous avez beaucoup de Camerounais ici et c'est ce que je voulais qu'on regarde. Vous avez beaucoup de Camerounais quand vous arrivez au ministère des marchés publics, beaucoup de Camerounais parce qu'on a lancé un appel. On a demandé au niveau du ministère des marchés publics que les experts, que chaque expert qui est expert dans un domaine envoie son dossier au ministère des marchés publics. C'est à ce moment que nous, moi, ça fait peut-être 4 ou 5 ans, je ne sais plus quand le marché public venait d'ouvrir, que j'ai envoyé mon dossier. On vous choisit et on a demandé à certains cabinets qui sont spécialisés dans un certain nombre de domaines, n'est-ce pas, d'envoyer aussi leur dossier. Lorsqu'on doit monter un dossier, même si c'est sur la responsabilité sociétale, il ne faut pas oublier, moi par exemple, j'ai fait des formations sur la responsabilité sociétale. Ça ne rentre pas, je ne veux pas me spécialiser dedans. Mais quand je suis dans une commission, je parle de ça. Ce que je veux dire, c'est que vous avez plein de ces experts qui assistent aux commissions. Il faut faire très attention. L'appel d'offres, lorsqu'on veut lancer un marché, on fait une étude par un bureau. C'est quand ce bureau prend le dossier, je donne un exemple, une société comme la SNEC veut lancer un appel d'offres sur l'achat par exemple des compteurs. C'est au niveau de la SNEC, on lance un bureau qui étudie, c'est-à-dire des experts qui étudient, ce n'est pas les fonctionnaires. Une fois que ce dossier est fait, il est mis à côté et c'est ce dossier qu'on va vendre. Et maintenant, on lance donc l'appel d'offres. Quand on lance cet appel d'offres, c'est ce dossier qu'on vend. Les fonctionnaires, je dis encore une fois, moi depuis que je suis président de la commission, je n'ai pas encore eu un seul fonctionnaire dans ma commission d'analyse des offres. Alors, et je voulais aussi souligner... Qu'est-ce que ça traduit? Qu'est-ce que ça traduit, M. Nounay? Non, je voulais que aussi vous n'ayez pas, que les fonctionnaires n'interviennent pas. Les fonctionnaires ne font plus des appels d'offres. Non, les fonctionnaires travaillent... traduit? Alors, là où je dis que le problème, c'est justement au niveau du ministère pour appeler, c'est-à-dire convoquer ces commissions. C'est là où il y a le problème, c'est là où le fonctionnaire intervient. C'est-à-dire que c'est lui qui convoque la commission. Mais dans les experts, la plupart des experts, je dis, sont des privés. Et ensuite, moi, je vais le dire très sincèrement, parce que si c'était l'inverse, j'allais aussi dire l'inverse. La plupart des marchés dans lesquels je suis allé, c'est le mieux disant. Le mieux disant. Avec l'ensemble des formules qu'on donne, n'est-ce pas, pour être d'abord moins 10 ans, ensuite une formule à 70-30% ou 80-20% ou 75-25% pour être le mieux 10 ans. C'est rare. Je dis encore, moi, je ne sais pas, peut-être une trentaine de commissions, je n'ai pas eu une seule fois le moins 10 ans. Je ne dis pas une seule fois. Toujours le mieux 10 ans. Monsieur Mao, on est bien d'accord. On est bien d'accord. Je ne sais pas si c'est la réalité de l'ensemble des marchés de notre pays, mais toujours est-il que moi, je donne ce que moi j'ai. Pour ceux auxquels... Alors, moi, je comprends dans votre analyse que apparemment les fonctionnaires interviennent d'ailleurs très peu, alors ce qui me surprend, très peu dans la structure d'attribution. Et ce n'est pas d'ailleurs pour tous les marchés qu'il faut faire appel. Ne parle pas de l'attribution. Non, vous confondez. Il ne parle pas de l'attribution. Je dis parce que vous avez deux commissions. Vous avez la commission d'ouverture des offres. Oui, voilà. Et vous avez la sous-commission d'analyse. La sous-commission d'analyse, c'est les spécialistes. C'est là où on fait l'analyse. Voilà. Ouvrir, quand on ouvre, qu'est-ce qu'on fait? On ouvre, on regarde que vous avez tous les papiers. C'est-à-dire que ce dossier est conforme. Le dossier administratif. Ça, même ma mère peut ouvrir, il suffit seulement qu'il lise. Maintenant, les spécialistes, c'est à l'intérieur. Et c'est là où on dit, c'est la SCAO, c'est-à-dire la sous-commission d'analyse des offres. C'est là où il y a des spécialistes. Ok, il faut bien qu'on le comprenne. Voilà, docteur, je vais rester sur ma lancée en disant que bon, ça éclaire sûrement les spectateurs pour qu'ils sachent ce que sont ces histoires de Marseille. Mais mon avis est que nous avons une administration qui fonctionne avec l'argent qui doit être disponible. Comme l'argent là doit être disponible, qu'est-ce qu'on fait?
nous avons besoin de construire cet immeuble. Nous n'avons pas encore acquis le titre foncier de cet immeuble. On fait enregistrer le projet de construction de l'immeuble. Et ça coince, on n'a pas de titre foncier, on ne peut pas être construit. On a raison. C'est autour de cette affaire-là que se nouent tous les retards qu'on constate. C'est là-dedans. C'est-à-dire que... ça veut dire qu'il faut qu'un travail préalable soit fait. Soit fait. Et dans chaque projet qu'on va inscrire dans le budget, il faut s'assurer que les étapes préliminaires ont été réalisées. Sinon, on inscrit le projet, mais sur la partie des étapes préliminaires. Et quand les étapes préliminaires sont terminées, on passe à la phase suivante. Quand on donne l'argent global sur un projet, c'est mauvais. C'est mauvais parce que ça incite les gens à multiplier les manœuvres pour que l'argent là... La corruption y entre. Tout y entre. Dès que l'argent est là, on trouve les moyens. C'est un facteur aggravant du retard qu'on enregistre de la sous-consommation. C'est clair. Je crois que là, on vient de toucher véritablement le nœud du problème. On appelle ça en langage technique des finances publiques la maturité des projets. Et c'est ça qui fait problème. Monsieur tenait parler des TDR. Les thèmes de référence. C'est l'administration qui doit être les thèmes de référence. Le dossier d'appel d'offres peut être réalisé par des bureaux d'études. Je dis bien peu, ça dépend de la complexité. Il y a même des études, il y a beaucoup d'autres études. Les avant-projets détaillés, les avant-projets sommaires, et ainsi de suite. Ça participe de la maturité des projets. Et c'est ce que mon voisin de droite vient de dire. On inscrit des idées de projets dans le budget. Vous inscrivez, vous avez construit une école, vous avez construit un hôpital. Et c'est quand on lance le budget que vous vous rendez compte que on va construire, on n'a pas encore de terrain. On va au domaine. Le temps d'avoir les papiers, on se retrouve au mois d'août ou en septembre, c'est trop tard. Et le problème, il faut quand même préciser que le budget, c'est une prévision de recettes et de dépenses. Il n'y a pas d'argent prêt dans une cagnotte prête à consommer. Mais on se dit qu'on va avoir des recettes et on va les dépenser. Le problème, c'est la question qui revient tout le temps, c'est que quand on n'a pas exécuté un marché ou un projet, qu'est-ce qui advient aux recettes qu'on avait allouées, au crédit qu'on a alloué? Une des réponses que je donne toujours à cette question, c'est qu'en réalité, on se lance dans l'indiscipline budgétaire. C'est-à-dire qu'on affecte ces crédits à d'autres fins. On les consomme, n'est-ce pas, de façon accélérée à la fin de l'année. Si vous ne Et faites pas attention. justement pour apprécier un système de gestion budgétaire, on regarde le nombre ou le montant des crédits consommés à la dernière minute, dans le dernier mois. Par exemple, nous allons entrer dans le dernier mois des engagements, parce que les engagements au Cameroun s'arrêtent le 30 novembre. Alors, si on voit qu'il y a beaucoup d'engagements qui sont faits le dernier mois, ça témoigne de la mauvaise qualité de la dépense publique. Et ça témoigne même, je veux dire, une mauvaise foi sur le plan de la discipline budgétaire. Donc, le poids mou, le véritable problème, le premier facteur qui plombe l'exécution du PIB, c'est la maturité des projets. Il ne faut pas inscrire dans le budget des idées de projets. Il faut, et le budget programme permet de résoudre ce problème. Malheureusement, il n'est pas implémenté comme il le faut. Parce que quand vous parlez d'un dossier d'appel d'offres qui doit être confié à un cabinet, il faut le budgétiser en amont et l'avoir avant de lancer le marché. Quelquefois, ils ne le font pas. Ou bien, même si c'est un TDR qui est complexe, il faut le budgétiser. Si c'est des études qu'il faut, des études préalables, il faut budgétiser. C'est pour ça qu'on a cette programmation triennale qui permet de budgétiser des études une année et de passer une autre année. Je dois dire qu'en réalité, depuis qu'on est revenu à la programmation, à la planification stratégique, c'est-à-dire depuis la fin des plans d'ajustement structurel en 2004, on a remis au goût du jour la planification stratégique. Et on a réactivé les divisions de la planification dans les ministères. Mais on a encore laissé en berne les études. C'est très important de faire les études. Par exemple, quand les bailleurs de fonds se pointent, ils veulent financer dans un domaine, dans un secteur, mettons un secteur n'importe lequel. Il n'y a pas des études qui sont faites sur la demande, sur les besoins réels dans ce secteur. Donc, de la même façon qu'on a réactivé les divisions, la planification stratégique, il faut réactiver les études dans les ministères. Et ce n'est qu'en faisant cela qu'on va améliorer sensiblement l'exécution du BIP. Et par exemple, pour ce qui est des revenus qui doivent être consommés,
pour les 30% là, de projets qui ont été déjà réalisés, l'État dit qu'il a économisé près de 6 milliards, en gros 5,9 milliards. La question de savoir que va devenir cet argent, puisque quand on met l'argent, quand on budgétise pour une année, on dit par exemple tel projet on va réaliser, on estime que ça va coûter à peu près tel montant. Si justement, c'est un point peut-être positif qu'on peut mettre en exergue, le fait qu'avec le système des appels d'offres qui sont en train de se développer en plus, l'État économise de l'argent. Maintenant, la question, quoi c'est le reliquat? Ces économies, qu'est-ce qui est fait? Non, même les économies là, même les économies, c'est complètement, c'est une chose aberrante, n'est-ce pas, qu'on nous donne autant d'économies sur un certain nombre de projets. Pour moi, ce n'est pas, en fait, est-ce qu'il faut féliciter l'État qui fait des économies alors que notre objectif est de satisfaire parlons de deux choses. Parlons de deux choses, s'il vous plaît. Parlons de deux choses. Quand vous faites des marchés de gré à gré, la probabilité que ce marché soit plus cher est élevée. Quand vous ouvrez à la concurrence, c'est un peu comme tous les produits. Quand on vend un produit et qu'on a plein de personnes qui produisent le même produit, ça peut ramener à la baisse. C'est de ça que je parle. Je n'ai pas dit, attention, je n'ai pas dit... Il n'a peut-être pas bien expliqué. En fait, il parle des économies constatées. Réalisées sur les projets réalisés, je ne dis pas que... En fait, je voudrais apporter une précision. Il parle des économies réalisées par rapport à l'estimation budgétaire qui avait été prévue. Oui, mais parce que quand on a fait jouer la concurrence, ça dit quoi? Ça dit prix. C'est de ça que je parle. J'ai une lecture différente. Ça dit qu'on avait très mal estimé. Voilà, c'est ce que moi je voulais dire. C'est exactement ça. C'est ce que je voulais dire. Le fait qu'on ait mal estimé en ouvrant à la concurrence, ça permet quelque part. C'est pas parfait. Je le reconnais que c'est pas parfait. Ça permet quelque part. Mais ça revient surtout au gros travail qu'il a fait en amont. Parce qu'en fait, nous on parle par exemple, on dit l'année prochaine on aura encore la même programmation. Donc, ça veut dire qu'avant cela, on a un gros travail pour savoir exactement, on veut construire une école. C'est là, moi j'ai bien apprécié les études techniques en amont. Cette école-là, est-ce qu'on ne lance pas d'abord rien qu'un appel d'offres pour savoir que les cabinets doivent analyser pour cette école-là en tel type de matériaux? Voilà ce qu'on veut. Ça va coûter exactement combien? Et c'est une fois que l'État a ces informations qui lance l'appel d'offres et dit voilà, alors, moi je veux construire une école à tel endroit. On revient à la programmation du budget. De matériaux. Alors, vous avez évoqué dans l'ensemble des problèmes structurels qui expliquent considérablement la sous-consommation du BIP. Les plus importantes intervenues en matière de finances, dans le budget programme et puis dans les marchés publics, avec le ministère des marchés publics. Est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui que le ministère des marchés publics, pour ne rester que sur ce secteur, est venu décupler toutes les lenteurs qu'on a souvent dénoncées par le passé? Oui, dit décupler. Pour le moment, le ministère des marchés publics n'est pas, n'est-ce pas, ne satisfait pas les attentes qui ont été placées, n'est-ce pas, en lui par rapport à la réforme. Et nous avons parlé tout à l'heure du problème de maturité des projets, mais il faut ajouter derrière la programmation de la passation des marchés. On doit avoir un plan de passation de marché en décembre ou plus tard. On doit l'avoir prêt au moment où nous on ouvre le budget, pour que tous les marchés soient signés autour de mars. Or, généralement, on est encore en train de parler de marchés qui sont signés. Nous sommes en octobre. On n'a pas encore signé et attribué tous les marchés, signé et notifié tous les projets. Et nous sommes en octobre. C'est parce que le plan de passation de marché n'a pas été élaboré. Ça doit être élaboré par chaque ministère et c'est la responsabilité du ministère des Travaux des marchés publics de veiller à ce que ce plan de passation de marché soit élaboré et prêt au 1er janvier quand le budget est exécutoire. Ça, c'est un autre facteur très important qui affecte la faible consommation du budget. Alors, qu'est-ce qu'on reprocherait exactement au ministère des marchés publics? Moi, je vais donner deux exemples qui vont permettre de comprendre les problèmes qu'il y a au niveau du ministère des Marchés. Je suis par ailleurs directeur délégué de l'Ordre national des experts comptables, une profession réglementée. Donc, certaines prestations sont destinées à l'offre publique. Il se trouve que l'ONECA
où les membres de l'ONECA ont eu une exclusivité pour réaliser des marchés de réévaluation des immobilisations auxquelles toutes les entreprises étaient soumises, y compris les entreprises publiques. Et le ministère des marchés publics a laissé passer des DAO qui étaient ouverts à des cabinets qui n'étaient pas membres de l'ONECA. L'ONECA a réagi en disant cet appel d'offres-là ne respecte pas la loi. Voilà des choses qui retardent, qui peuvent retarder un marché d'une année, 2 ans. Parce qu'on n'a pas respecté la loi. Je prends cet exemple. La deuxième chose, quand on dit la planification des marchés, c'est un gros terme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, je prends l'exemple de la construction de cet immeuble, on a dit qu'on va faire une architecture de l'affaire. Ce marché-là, on doit le passer quand? Ensuite, quand on l'a passé et qu'on doit commencer, on doit faire les gros travaux, c'est à quel moment? Puis on va faire les travaux de finition. C'est à quel moment? Qu'on sache exactement à l'avance à quel moment ces marchés vont être exécutés. Du fait de cette programmation, on peut donc, pendant qu'un marché est en train de se dérouler, passer le second, pour qu'on n'arrive pas au bout d'une exécution, avant de lancer l'autre marché. Ça fait un programme qui fait qu'on gagne du temps, et puis on ne se retrouve pas dans les histoires où on dit ouais, c'est la saison de pluie, puis il y a la saison de pluie chaque année. Donc il ne faut pas demander le budget parce qu'il y a la saison de pluie. Non, il faut programmer l'exécution de ces marchés-là en dehors de cette période. Oui. En saison sèche, on fait 5-10 fois plus de projets des routes, et puis on sait quand les gens qui vivent sur la neige font des projets. Alors, dans ces mécanismes qui sont dénoncés, est-ce que vous êtes d'avis que la réforme intervenue dans le secteur des marchés publics est handicapante? Oui, elle est handicapante. Elle est handicapante. Elle a un bon côté, c'est qu'elle a ouvert la partie technique, n'est-ce pas, aux spécialistes. Mais en fait, le problème, c'est quoi? Avant que les spécialistes ne commencent à travailler, à quel moment on a programmé? C'est ça. Avant qu'ils ne commencent à travailler, à quel moment est-ce qu'on a programmé? 1, 2. Est-ce qu'on a eu tous les marchés? Parce qu'il y a des marchés, on parle de la saison de pluie. Il n'y a pas de marché ici qu'on peut exécuter en saison de pluie. Comment est-ce qu'il y a en Europe, on exécute les marchés sous la neige? Il y a des marchés. Donc, c'est ça le problème de programmation. C'est-à-dire, si j'ai l'ensemble des marchés, j'ai dit celui-ci peut aller en saison de pluie. Au lieu que je l'exécute en saison sèche, pour que celui de la saison sèche, je l'exécute, j'attends la saison de pluie et que je dise que je ne peux pas l'exécuter. Si je fais bien mon programme, j'ai bien planifié je fais mes marchés. Et écoutez, il pleut à Douala, par exemple, chaque année. C'est un problème que nous avons chaque année. C'est pas depuis hier, c'est pas parce qu'on s'est connu depuis. De ce point de vue, la pluie cesse d'être un cas de force majeure. Parce qu'elle est prévisible. On n'en est pas. Tout à fait. Non, pas du tout. Donc, c'est vraiment un problème. C'est vraiment un problème de programmation, de prévision. Parce que ce pays, le Cameroun, est comme ça. C'est-à-dire, et comme on a encore eu des problèmes, écoutez bien et justement à ce que disait le professeur tout à l'heure. Il y a un responsable de Douala qui a dit, bon, nous sommes à 56%, mais vous allez remarquer que d'ici fin novembre, on sera à 80%. Ça veut dire qu'on va commencer à courir. Oui. Tout le monde sait qu'on va courir. Au risque de se faire mal. Comment est-ce que vous avez passé 10 mois, 9 mois à ne pas programmer, et le 10e mois, vous arrivez à partir de 50 à 80. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qu'on recherche là-dedans. Quand nous allons quitter la partie programmation, c'est-à-dire on a terminé la programmation, nous allons revenir maintenant lorsqu'on a réalisé. Qu'est-ce qui se passe à la fin? Parce que vous avez des entreprises ici, lorsqu'ils ont fait un marché et que ça s'est mal passé, comment on paye? Qui paye? Qu'est-ce qu'ils demandent pour payer? Où est-ce qu'on paye? Tout ça. Moi, j'ai une PME et je vois tout ça.
Le prochain marché, je commence à me poser plein de questions. Est-ce que je dois encore soumissionner? Résultat, nous nous retrouvons, hein, ça je ne l'ai pas dit. Vous n'avez pas lu, regardez Cameroun Tribune. Infructueux veut dire quoi? Qu'on n'a pas envoyé les dossiers, quelquefois, et la plupart du temps, les gens n'envoient pas les dossiers. Mais ils n'envoient pas les dossiers, pourquoi? Parce qu'ils se disent que ce marché-là, ce que j'ai eu avant, je ne l'aurais pas. Tellement de tracasseries, que vous avez un certain nombre. Hein. Moi, j'encourage Thierry, qui vient d'arriver, qui rentre dedans, et lui-même va voir, surtout au niveau de ce que nous faisons, c'est-à-dire le conseil, les études, les machines, comme ça, où vous entrez dans un marché et vous vous retrouvez, les gens vous torturent, partout, même au niveau des impôts. Hein, je ne veux pas seulement le citer, j'ai un marché où, ici, tout le monde le sait à Douala, pour avoir l'attestation de redevance. L'attestation de redevance. J'ai déposé un dossier depuis le 16 octobre. Le 16 octobre, j'ai un marché que je dois déposer le 3 novembre jusqu'aujourd'hui, un papier. Tous les autres, je les ai. Si j'ai tous les autres papiers, localisation, impôts, patente, tout ça, et il n'y a que la redevance. Et tout le monde va vous dire ici, allez à Bonanjo pour prendre la redevance. Et vous allez voir, il y a quelqu'un là-bas. Justement, cela participe de l'environnement des affaires. Il faut assainir, allez-y. Et sur ce point, effectivement, je pense que dans le cadre du marché que nous on a passé, c'est exactement ce le coup qu'on a eu. C'est-à-dire que vous envoyez votre dossier, après, déjà, il faut obtenir un certain nombre de papiers, qui n'est pas forcément simple. Enfin, normalement, vous devez arriver à voir. C'est la normalité. Mais en fait, vous arrivez pour des raisons, on ne sait pas pourquoi, c'est compliqué, mais c'est comme ça. Et après, votre dossier va arriver à l'attestation. Et là où je parlais justement du MIMA, par exemple, quand moi j'ai reçu le rapport d'analyse des offres, tous ceux qui étaient à la commission, moi c'était le MIMA. Donc c'est le ministère justement des marchés publics. Donc c'est pour ça que moi, quand vous disiez qu'à chaque fois c'est des experts, j'ai dit ok, mais moi, pour le marché qui me concerne, et je me suis dit, quand j'ai préparé ce débat, c'est de dire, si à chaque fois, pour beaucoup de marchés, le MIMAP doit toujours être là, donc j'essaye de voir le temps que ça doit pas, parce que c'est les mêmes personnes, on n'a pas 100 ou 200 000 fonctionnaires au MIMAP, donc si à chaque fois, il faut qu'on mobilise les mêmes personnes pour faire le tout, effectivement, ça peut retarder. Et pour revenir encore à mon cas, effectivement, le rapport d'analyse des offres, vous avez des choses assez incroyables, c'est-à-dire qu'un service des impôts me délivre un document, mais pour que mon dossier ne soit pas analysé, on me dit que j'ai produit une fausse patente. Alors Thierry, tenez-moi, je parle. Bon, mais il faut quand même dire. Non, Thierry, je vais te rassurer. Thierry, je vais te rassurer. Non, attends que je rassure Thierry. S'il vous plaît, un peu plus de sérénité. Attends que je rassure Thierry sur un certain nombre de choses. Lorsqu'on écrit le DAO, vous regardez dans le DAO, regardez bien les termes. Vous allez voir, vous avez l'impression, dossier d'appel d'offres, c'est ça. Vous avez l'impression qu'on vous tend un piège. Quand on vous dit, donnez-nous un diplôme certifié conforme, signé de l'autorité qui doit signer les diplômes certifiés conformes. Vous allez au commissariat, on risque de... Oui, ça passe. Vous le savez, n'est-ce pas? Non, c'est clair. Bon, le commissaire ne doit plus signer, c'est le sous-préfet. Oui, non, ça, le et quelquefois, on vous dit, et moi je l'ai vu, on vous dit dans un dossier d'appel d'offres, l'attestation de non-faillite donnée par le TGI. Oui. Or, vous avez une société dont le capital ne permet pas d'aller c'est la compétence matérielle. C'est la compétence matérielle. Vous devez donc aller au TPI. Mais sauf que dans l'appel, on a mis TGI. Lorsque vous envoyez votre certificat de non-faillite, on a la possibilité, on dit, bon, si c'est M. Téné, c'est pas monsieur. Si c'est M. Téné, on l'enlève parce que TGI et TPI, c'est pas la même chose. D'ailleurs, quand moi j'étais à l'ouverture, quand j'étais justement à l'ouverture des offres, mon concurrent avait des dossiers non conformes, on a donné 2 jours pour amener. Alors, donc, et par contre, il y a un point important, d'ailleurs, pour répondre là, puisque l'administration m'a répondu, moi j'ai demandé ce qui a été fait, c'est le service des impôts qui a fait un courrier que moi je vais envoyer au ministère, ce sont eux qui ont confirmé. Alors, je suppose que des expériences personnelles que vous mentionnez sur le plateau sont partagées par un grand nombre de personnes qui sont dans la chaîne. Mais par contre, pour trouver des solutions, permettez-moi, c'est qu'effectivement, on nous demande pour tous les appels d'offres, on demande presque les mêmes pièces, surtout administratives.
localisation. Donc, après, on peut faire simple. Alors, dans notre pays, il y en a 23. La transparence n'est pas ce qu'on fait le plus. Mais une structure comme la mienne, tout ça peut être archivé. Alors, est-ce que vous au niveau de l'administration, c'est-à-dire qu'on est-ce que l'impression que vous voulez donner, ou alors la réalité que vous voulez traduire, c'est qu'il y a trop de tracasseries dans les procédures administratives? Est-ce que ces mécanismes lourds que vous dénoncez traduisent l'absence d'une volonté réelle de pouvoir faire bouger les lignes? On se souvient que le président Biya, le chef de l'État du Cameroun, a fustigé son équipe le 31 décembre dernier après avoir dévoilé les comptes performances enregistrés. Est-ce que vous avez aujourd'hui l'impression, Dr Ariel Nitedem, qu'il y a une réelle volonté politique de pouvoir faire changer les choses? Le discours du chef de l'État a envoyé un nom de choc dans le gouvernement. On a vu des gens bouger. Je peux vous dire que la circulaire sur l'exécution du budget est sortie plus tôt cette année que toutes les autres années antérieures. Et les opérations de lancement du budget, par exemple, les opérations liées, n'est-ce pas, à l'attribution, on appelle l'attribution des signatures, ça a été fait très rapidement. Malheureusement, cela est retombé au bout de quelques mois. Ce que je veux dire, c'est qu'on a eu l'impression que les choses avaient démarré. Ça avait démarré, les gens étaient sur les braises, ils sont mis au travail et subitement, il y a eu ce relâchement. Je peux vous dire que si le gouvernement avait continué de travailler comme ils ont commencé janvier, après ce discours, si ça avait continué au moins sur 6 mois, on aurait une image complètement différente. Malheureusement, tout est retombé. Je crois qu'on peut tirer les leçons. Alors, docteur Dikoumé Mbonjo, est-ce que vous partagez cet avis qu'il y a eu que les lignes ont bougé en tout début et que cette niaque a rechuté par la suite? Et si oui, quel peut en être je demeure sur le problème structurel. J'ai dit, et il a bien fait de relever ça tout à l'heure, qu'en passant au budget programme, on a intégré un élément qu'il n'y avait pas dans les finances publiques d'avant, la performance. La performance, c'est essentiellement le point de vue des bénéficiaires de cette dépense publique. Or, tu ne les vois pas. Les gens qui bénéficient de la dépense publique, on ne les voit pas dans le processus. On voit des techniciens, on voit des fonctionnaires, et pas Tartampion de tel quartier. Vous voulez parler des collectivités territoriales décentralisées, par exemple? La collectivité, c'est une chose, mais notre population est comme spectatrice de sa vie. Vous auriez souhaité que la population soit il faut créer des mécanismes qui font que dans le choix des projets, les populations disent interviennent. C'est ça que nous voulons et pas telle autre chose. C'est une expérience malheureuse qui n'était pas dans les finances publiques, mais qui permet de comprendre cette affaire. Dans une autre vie, j'étais enseignant. Et l'IPD, quand elle était à sa période rayonnante, avait des l'Institut panafricain de développement avait des fonds pour financer certaines activités des collectivités des campagnes. Et dans mon village, il y a 7 foyers, et 6 foyers avaient bénéficié de l'électrification et 1 était resté à l'écart. Et j'ai négocié avec l'IPD pour qu'ils financent cette affaire-là. Et les gars sont venus sur le terrain. Et quand ils sont allés faire leur enquête de terrain, ils ont parlé aux femmes qui puisaient l'eau, qui marchaient avec l'eau sur la tête sur 3 km. Elles ont dit qu'elles vont pas l'électricité vers l'eau. Cela veut dire que nos populations ont des besoins réels. Il faut leur donner la parole pour que ça devienne des projets. Ce n'est pas les projets qu'on pense au ministère de l'économie. Alors, mais elle doit non seulement participer au choix des projets, elle doit participer à l'évaluation du projet. Parce que si le goudron passe quelque part là, et que ces populations sont impliquées dans cette affaire, le gars qui fait mal, ils vont dénoncer ça.
Alors, ce que mon voisin de droite dit est réglé dans les finances publiques ailleurs parce qu'on a par deux choses. Première chose, par ce qu'on appelle le débat d'orientation budgétaire à l'Assemblée. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, le budget participatif au niveau local. Voilà comment c'est réglé. Alors, en réalité, il pose un problème très, très fondamental. Parce que pourquoi est-ce qu'on a choisi de budgétiser ou bien d'affecter les crédits au projet X au lieu du projet Y? Comme il a dit, la population peut avoir besoin plutôt d'un hôpital que d'une école. Parce qu'on a déjà des écoles qui sont vides et on continue à ajouter des salles de classe. Il y a ces situations dans ce pays. Et par contre, on n'a pas, le pont qui est à côté n'est pas construit. On ne peut pas traverser pour aller de l'autre côté. Donc si on avait demandé aux populations, ils auraient choisi le pont et non les salles de classe. Et comme j'ai dit, cela est réglé au niveau, n'est-ce pas, du débat d'orientation budgétaire qui n'existe pas au Cameroun. Il devrait avoir ce débat à l'Assemblée. Les députés les représentants du peuple devaient se prononcer sur les choix budgétaires que l'exécutif s'est donné. Pourquoi on a choisi de faire c'est pas possible puisque la loi de finances transpire d'un projet de gouvernement. Non, il suffit, c'est un mécanisme qu'il faut mettre en place à l'Assemblée. Ça s'appelle le débat d'orientation budgétaire. Et au niveau local, justement, c'est pour ça que la décentralisation est importante dans le cadre du développement. Les collectivités locales deviennent un acteur majeur du développement parce qu'ils sont plus proches des populations et parce qu'à ce moment, on attend qu'ils implémentent le budget participatif, que la population participe au choix des projets qu'il faut budgétiser, auxquels il faut affecter les crédits, et participe au contrôle et à l'évaluation. C'est de ça qu'il s'agit. Et nous, chez nous, on a, au Cameroun, bien évidemment, on a engagé le processus de décentralisation, ce qui est une bonne chose. C'est inscrit dans notre loi fondamentale, celle de 96, la Constitution de 96 prévoit deux types de collectivités territoriales décentralisées, la commune et les régions. Aujourd'hui, la commune est en place, les régions ne sont pas encore en place. Le processus n'est pas encore à terme. Et en réalité, il y a des instruments législatifs, le cadre juridique est mis en place pour ce qui est des communes. Par exemple, il y a déjà un régime financier des CTD qui a été adopté et promulgué. Au terme de ce régime, les collectivités territoriales doivent passer au budget programme en 2015. Ce n'est pas encore, pour le moment, je ne vois pas encore des signes qu'ils vont effectivement passer. Il y a la dotation, la décentralisation, où les lois de 2004 portant orientation de la décentralisation, qui, n'est-ce pas, demande ou commande à l'État de transférer les compétences et des ressources à l'État, aux collectivités territoriales. Il y a 10 ministères qui sont concernés et ils doivent avoir transféré toutes les ressources en 2015. On a évalué il y a quelques mois ce transfert, mais le problème qui se pose ici, c'est qu'on fait des transferts dans des collectivités territoriales qui ont des capacités très faibles. D'abord, sur le plan institutionnel, c'est sur le plan législatif et réglementaire. Vous savez bien qu'au Cameroun, le personnel, il n'y a pas un statut du personnel des communes. Ça n'existe pas. Le maire peut recruter qui il veut, comme il veut. Il n'y a pas un statut qui encadre, n'est-ce pas, le personnel. Et quelquefois, les mairies n'ont pas toujours les capacités suffisantes pour, n'est-ce pas, exercer ces compétences qui sont transférées. Et comme il n'y a pas de ressources, il n'y a pas de contrôle sur ces ressources qu'on transfère, il y a un problème. Par exemple, la seule autorité qui juge les comptes des communes, c'est la Chambre des comptes. Les chambres régionales ont été créées sur le papier, dans les textes, mais ce n'est pas encore effectif. Mon point de vue par rapport à l'efficacité justement du budget d'investissement, c'est que plus on aura un système décentralisé, c'est-à-dire que pour construire une route, si c'est une route qui passe dans la commune de Douala 3e, en fait c'est la commune de Douala 3e qui puisse la faire. Ainsi, quand on rapproche les projets de l'endroit où se prend la décision et le budget pour l'exécuter, déjà on accroît la chance qu'on ait plusieurs projets qui puissent être menés. Ça, c'est un premier point, mais la question était bien posée. Malgré la décentralisation, on voit bien que l'État d'ailleurs n'est pas effectif, cette décentralisation. L'État retient encore déjà les budgets
dans les mairies, on n'a pas de personnes techniques compétentes. Donc là, c'est le nœud du problème. On peut toujours, l'année prochaine, je pense, si vous nous invitez, on reviendra encore sur le fait que le budget, cette fois-ci, les chiffres passent plutôt à 40% de consommation. Donc, on aura toujours le fait qu'on a un budget qui n'a pas été consommé parce qu'effectivement, les lieux de décision et d'octroi des projets sont parfois très éloignés de là où on réalise le projet. Effectivement, ça pose des questions de contrôle, ça pose des questions d'efficacité, ça pose après programmation et de conformité également. Voilà, tout à fait. Alors, s'il était souhaitable des réformes pour améliorer ou alors pour faire bouger les lignes, parce que, comme disait tout à l'heure Thierry Téné, c'est une question sempiternelle. On revient tout le temps à la sous-consommation du budget d'investissement public. S'il y avait à réformer de manière urgente, cela serait souhaitable dans quel secteur et comment? Enfin, je voulais d'abord donner une phrase, un constat qui est général, parce que quand j'entends tout le monde parler, nous avons aussi au Cameroun, quand nous mettons en place quelque chose, un projet, au niveau des études, c'est assez bien. La réalisation, quelquefois, ça va. L'évaluation, le suivi, il n'y a pas. L'évaluation, il n'y a pas. C'est pour ça que ça retombe. Nous avons ces deux points qui ne suivent jamais, Aujourd'hui, vous parlez des activités. Je pense que toutes les activités, n'est-ce pas, qui sont aujourd'hui dans le programme, sont des activités importantes. Mais comme vous le savez, le développement, il y a beaucoup de gens qui vous disent, le développement, c'est d'abord les infrastructures, avec les investissements. Qu'on commence un peu par là. Vous avez beaucoup, et quand vous regardez les montants qui sont aujourd'hui non utilisés, vous allez vous retrouver demain, ce n'est pas seulement dans nos petites activités, mais dans les infrastructures, il n'y a pratiquement rien. Normalement, quand le ministre des Marchés publics nous dit j'ai 29% des projets, qui nous disent un peu la nature de ces projets, vous allez vous rendre compte que c'est ce que tout le monde dit, que ça apporte le développement. C'est là où il n'y a absolument rien. Il n'y a absolument rien. Donc, pour moi, on doit déjà s'asseoir. On doit s'asseoir et commencer à regarder la gangrène. Commencer à regarder. Non, tout le monde sait. Tout le monde sait là où se trouve la gangrène. Tout le monde sait. Parce que si vous faites asseoir des Camerounais hors micro, même ceux du RDPC vont vous dire la même. Mais si vous les mettez ici au micro, ils vont passer le temps à défendre ce que le gouvernement est en train de faire, ce que la communauté urbaine est en train de faire. Alors que s'ils sont hors, eux-mêmes voient, n'est-ce pas, qu'il y a un certain nombre de problèmes. Nous les connaissons, tous ces problèmes-là. Nous les connaissons au niveau des marchés, nous les connaissons. De la programmation, nous le savons. Et nous avons des gens ici qui peuvent aider l'État à faire cette programmation des marchés, de toutes les tracasseries, une fois qu'on a programmé, qu'on a lancé, que les entreprises ont demandé un peu à, comment on appelle, à NRTP, c'est l'association des entreprises de travaux publics, qui ont une association, posez-leur la question sur les tracasseries. Ils vont vous donner l'ensemble des tracasseries qu'ils ont. Et à la fin, à part les tracasseries déjà pour soumissionner, alors les tracasseries pour être payées, je vous assure, quand c'est sur le BIP. Alors si on élimine les tracasseries, on résoudrait le problème de la sous-consommation? Non, il faut déjà, il faut déjà la programmation. Il y a beaucoup de choses en fait. Il faut déjà programmer. Il faut d'abord programmer correctement. Et aujourd'hui, c'est ce que je disais, même au niveau du Minmap. Quand vous allez au Minmap, vous leur demandez, mais pourquoi le dossier de tel attend? Ce n'est pas au niveau même de l'ouverture des offres. Mais pourquoi le dossier de tel attend? Ce dossier est venu depuis quand? On le renvoie, il vient. Quelquefois, vous avez des dossiers qui partent, qui reviennent, qui partent, qui reviennent. Bon, et maintenant, quand il y a un problème, comme disait Thierry, moi j'ai été président d'une commission dans laquelle on a traité le problème de Sodécoton. Quand vous regardez à quel moment on les traite, voilà des problèmes qu'on peut traiter, par exemple, en saison de pluie, sans aucun problème. Mais le fait que le patron de la Sodécoton était dans les problèmes,
personne n'osait toucher. C'était quand même près de 900 millions. Personne n'osait toucher les marchés de la Sodecoton. Par exemple, les toucher, bon, c'est quand on a nommé un nouveau DG que ça a commencé à sortir. Or, à ce moment-là, le marché que vous êtes en train de traiter, vous vous rendez bien compte que la Sodecoton est en manque depuis un certain temps. Et ça, la sous-consommation, forcément, il y a beaucoup de... Alors, en dehors de la question de la maturité des projets, tel que ça a été évoqué, la non-conformité et de l'inopportunité de certains projets par rapport aux besoins locaux, est-ce qu'il y a une autre solution qui pourrait suffisamment booster le niveau de consommation du budget d'investissement public? On a un peu avancé là-dessus et puis on a pris un faux argument pour arrêter notre propre avancée. Le faux argument, c'est les compétences des communes et des régions, bientôt. Si on ne leur donne pas les moyens, elles n'ont pas les compétences. Et si on prend le prétexte que, parce qu'elles n'ont pas les compétences, qu'on ne leur donne pas l'argent, alors on tourne en rond. Il faut leur donner l'argent pour qu'elles augmentent les compétences. Oh, c'est en augmentant les compétences là-bas qu'elles vont pouvoir réaliser localement un certain nombre de choses. Et comme Thierry a dit, c'est en réalisant à côté des populations qui contrôlent ce que les gens font qu'on peut assurer qu'une fois que le marché est passé, il va être réalisé. Cette affaire de suivi, ça ne peut pas venir de Dieu. C'est une affaire au quotidien. Et il faut que les mécanismes locaux soient boostés pour que les personnes, les entreprises qui gagnent ces marchés sentent qu'ils ont les populations autour d'eux. Oui, quand je parle de compétences, les faiblesses de capacité des mairies à gérer un certain nombre de choses, je dois dire qu'en réalité, nous posons là des problèmes au niveau opérationnel, des problèmes au niveau tactique, mais pour résoudre ce problème de façon durable, il est question de revoir, n'est-ce pas, la façon de gérer le pays au niveau stratégique. Il faut se remettre à la planification stratégique. C'est vrai qu'on est sorti des plans d'ajustement structurel. On a commencé la planification stratégique en 2004 avec le DSRP, le document de stratégie pour la réduction de la pauvreté. En 2009, on s'est rendu compte que c'était dépassé. On s'est d'abord donné une vision, ce qui est une très bonne chose. Ensuite, on a regardé la déclinaison de la vision sur les 10 premières années. On a eu le DSCE, le document de stratégie pour la croissance et l'emploi. Qui n'est pas totalement parfait. Non, ce n'est pas parfait du tout. Pas du tout. Mais on peut quand même se réjouir qu'on a un document de stratégie. D'ailleurs, on va quand même préciser qu'à chaque fois, c'est sur l'impulsion des bailleurs de fonds. Parce que si vous regardez la dynamique africaine, presque tous les pays africains ont à chaque fois les mêmes documents. Par exemple, presque tous les pays africains, en 2009, sont passés. Ils avaient presque tous ces documents de stratégie pour la réduction de la pauvreté. Après, ils sont presque tous passés à le document de stratégie pour la croissance et l'emploi pour certains, pour l'émergence. Enfin, c'est presque la même dynamique. Alors aujourd'hui, le Cameroun a le plan d'urgence. Mon problème, c'est que... Oui, tout à fait. Mon problème, c'est qu'en fait, ce document de stratégie n'est pas mis en œuvre de façon... Oui, l'opérationnalité de ce document pose problème. D'abord que tout le processus n'est pas mené jusqu'au bout. On a une stratégie nationale, il est prévu des stratégies sectorielles qui ne sont pas encore élaborées. Et dans chaque secteur, il y a des sous-secteurs. Et là, c'est là où on retrouve les ministères. Il est prévu des stratégies à périmètre ministériel qui ne sont pas élaborées. Et ça pose un véritable problème. Ça fait qu'on ne planifie pas et rien n'est planifié. Je vais vous prendre un exemple. La planification, la formation des ressources humaines. Quand on vous dit qu'il manque de ressources qualifiées au niveau des mairies, ces ressources doivent être formées. Et est-ce qu'il y a des Camerounais qui sont formés à la fonction publique communale ou locale? Est-ce qu'on a formé des gens pour faire ce genre de travail? Est-ce que l'enseignement supérieur, c'est quel nombre de personnes il faut former en technique d'irrigation? Est-ce que l'enseignement supérieur connaît quel nombre de personnes il faut former, quel nombre de barragistes il faut former au moment où nous sommes en train de construire des barrages? Je prends des exemples comme ça pour qu'on comprenne qu'au niveau de la formation, ça pose problème. C'est par là que ça commence le développement. Former l'homme et former des ressources
humains dont on a besoin. Dont on va consommer. C'est très important. Nous formons des ressources humaines dont notre économie n'a pas besoin, et notre économie a besoin de ressources humaines que nous n'avons pas, que notre système éducatif ne forme pas. Ça, c'est le problème fondamental, c'est le problème de fond. Pour rester dans la durabilité, il faut absolument reformer le système éducatif au Cameroun, du primaire, du niveau de base, jusqu'à l'enseignement supérieur. C'est très important. Regardez par exemple, actuellement on a 20 projets structurants là, pour les prochaines années dans notre pays, 20 projets très importants, c'est à peu près 28 000 milliards de francs CFA. Or, dans ces projets structurants, vous allez vous rendre compte que pour chacun d'eux, on n'aura pas de ressources techniques parce qu'on a dans le jeu du Cameroun, tout le monde veut être docteur. C'est bien qu'on ait des docteurs, des professeurs, mais en même temps, beaucoup vont sortir de là alors qu'ils n'auront pas de travail. Alors qu'en même temps, on manque des personnes, des techniciens supérieurs de très haut niveau. Parce qu'on dit technicien supérieur, il y a une différence entre faire la petite soudure au quartier et croire qu'on peut aller faire un barrage où là on a des problèmes de chaudronnerie. C'est deux choses complètement différentes. Et effectivement, c'est ça qui crée le décalage. Donc, parallèlement qu'on a des projets ou des programmes stratégiques d'infrastructures, il faut que la formation en amont ait été planifiée dans le même temps. On sait à peu près le nombre, on sait qu'on va lancer un certain nombre d'appels d'offres dans 2-3 ans. Est-ce qu'on a au niveau local des compétences? Parce que pour l'instant, on a beaucoup parlé du gouvernement, mais on n'a pas beaucoup parlé, d'ailleurs mon voisin l'a un peu fait, sur des appels d'offres infructueux, où là, il faut justement, est-ce que dans notre PME, il faut très vite aussi les former pour maintenant, il faut répondre aux appels d'offres, comment ça se passe, et tout, c'est tout. En fait, il n'y a pas qu'une solution, il y a tout un agrégat de solutions qu'il faut mettre en place, et en les mettant ensemble, un peu comme les fourmis, elles peuvent ne pas déplacer un grain de riz toutes seules. Alors, mais dans l'autre, mettez plusieurs, elles peuvent pousser. Dans l'autre, je vous en prie, dans l'autre des priorités, dans quoi est-ce qu'on investirait de manière urgente? Pour l'instant, moi, je vois vraiment, vous savez, tous les ressources humaines, par un pays comme la Guinée équatoriale, on dit c'est en train de prendre, certains me disent non, il n'y a pas assez de ressources humaines. Tout, c'est d'abord les ressources humaines. Les ressources humaines. Très bonne formation. Après, maintenant, très bien formé, les questions d'organisation. Voilà, on a un budget, il pleut. Ah oui, il pleut à Douala. Bon, très bien, ça veut dire qu'à saison sèche, on leur demande 2 projets, il faut en faire 10. Donc tout ça, on le planifie très en amont. Formation, ensuite, l'organisation d'un prévu opérationnel. Voilà, très rapidement, nous allons sortir bientôt du plateau. Oui, mais je voudrais dire que même la formation, il ne faut pas la mystifier. C'est-à-dire qu'on ne va pas commencer par réformer notre système éducatif. Quelque part, nous avons des personnes qui ont un certain niveau de formation, dont l'adaptabilité peut être organisée assez rapidement sans qu'ils soient obligés, sans que le pays souffre d'attendre que le système éducatif soit réformé de nouveau. Comment on a fait? Ah non, d'accord. Comment on a fait pour l'expertise comptable? Oui. Quand on a créé l'ordre des experts comptables, les comptables agréés étaient les plus nombreux. Les plus nombreux, oui. Mais ils ont commencé à tenir les comptabilités et ça a suscité une envie. Un certain nombre d'experts comptables, au lieu même d'aller créer des cabinets, sont allés créer des écoles. Non, donc après, ils ont commencé à former des gens qui sont devenus experts comptables. Non, attention, quand je parlais de formation, il ne s'était pas qu'on renvoie tout le monde. Prenons le cas. Prenons par exemple le cas. Actuellement, nos garagistes, pour que je sois simple, on a des garagistes, ils sont très bons, ils n'ont aucun diplôme. Mais là, par exemple, on fait ce qu'on appelle la validation des acquis professionnels. En fait, quand on dit formation, ne pensons pas que c'est mettre les gens à l'école. Certains garagistes même ne pourraient rien leur apprendre. Bien au contraire. Donc quand je parle de formation, c'est que on peut être très bon sur quelque chose. Après, on a quand même la méthodologie pour connaître ce nombre de choses. Donc, quand on dit formation, ce n'est pas de renvoyer tout le monde. Ah non, c'est pas de ça qu'il est question. C'est de voir par rapport aux besoins comment on ajuste certaines formations. C'est de ça que je parle. Moi, je souhaiterais, s'il faut apporter des solutions, qu'on commence déjà à programmer. Je souhaite qu'on commence à programmer. Parce que, qu'est-ce qu'on dit aujourd'hui? On a du retard. Mais on ne vous dit même pas, c'est par rapport à quoi ce retard? On constate seulement à la fin qu'on n'a pas fait. Normalement, on doit programmer. Si on programme aujourd'hui, si on prend l'ensemble des marchés, on dit ceci. Je dis encore une fois, vous avez des marchés qu'on va forcément réaliser en saison de pluie. Lorsqu'il y a un marché sur lequel nous perdons le temps, je dis perdre le temps, ça veut dire en saison sèche, on nous appelle pour un marché
d'achat de compteurs d'eau. Est-ce que ce marché-là ne peut pas passer en saison de pluie? Par contre, les marchés de génie civil qui ont des problèmes de pluie, donc programmer d'abord. Il faut qu'on programme et qu'au début de l'année, c'est-à-dire au mois d'octobre, novembre, quand on commence, qu'on nous montre comment on a programmé. Et ça va nous permettre aussi de faire quelque chose. Aujourd'hui, les PME, comment est-ce que nous travaillons? Nous travaillons au coup par coup. Normalement, nous devions savoir que tel marché dans tel domaine viendra au mois de mai. Je commence à me préparer aujourd'hui. Mais là, c'est quand vous lisez Cameroun Tribune, et vous avez 3 ou 4 jours. Vous ne savez même aucune programmation. Alors, pour terminer, je dois être obligé de me mettre en porte-à-faux par rapport à mon voisin de droite. Le système éducatif camerounais est à revoir. On forme des ressources humaines qu'on n'utilise pas. Et on a des ressources humaines qu'on en a besoin. Qu'on en a besoin. Voilà. Ça, c'est indéniable. Et non seulement cela, il y a même des mentalités qu'il faut reformer. Parce que ce système éducatif, n'est-ce pas, forme des gens qui ont des comportements, qui ont des mentalités, n'est-ce pas, favorables à certaines pratiques que nous décrivons sur ce plateau. Oui. Donc le système éducatif doit revoir cela. Il y a ce réarmement moral. Alors, mais en attendant, est-ce qu'il ne faut pas soucier à son idée d'adaptabilité? Quand vous voyez comment les IPES fonctionnent, parce que quand vous parlez d'attendre, en 2 ans, on forme des gens en 2 ans dans ce pays. Les IPES forment les BTS, c'est 2 ans. Et quand vous voyez ce qu'on donne comme programme de formation, ça n'a rien à voir avec la réalité concrète, avec la demande de l'économie camerounaise. Donc quand on parle d'attente, ce n'est pas une attente de 5 ans, 2 ans. On vous produit, on a parlé de 14 000, ou c'est pas moi, j'ai vu, on parle de 14 000 qui ont de BTS et le DCEP, ces diplômes qui se forment en 2 ans. On a besoin des techniciens déjà. Et ensuite, ça va prendre un peu de temps pour avoir des gens au niveau maîtrise des docteurs. Oui. Et rien n'empêche qu'on ait des docteurs en chaudronnerie qui vont faire des recherches et montrer. C'est pas mauvaise chose d'avoir des docteurs. Tout à fait. Non, donc, pour revenir sur le problème du marché public, il y a des problèmes de gouvernance, il y a des problèmes il y a des facteurs qui relèvent de la gouvernance, il y a des facteurs qui relèvent de la structure. Et sur les problèmes structurels, on n'a pas beaucoup parlé de notre balance de paiement qui fait que nous avons besoin des devises parce que nous importons beaucoup. On n'exporte pas suffisamment. Même pour exécuter certains marchés, on peut avoir des problèmes parce qu'on n'a pas suffisamment de devises. On a plus de 700 milliards de déficits au niveau de la on doit, n'est-ce pas, encourager l'exportation dans ce pays pour pouvoir générer suffisamment de devises qui nous permettront d'exécuter ces projets qui demandent beaucoup d'importation. Je vais apporter juste une... Je vous en prie. Je vois que le débat suscite beaucoup de passion. Je vous accorde très rapidement, chacun de vous, de dire un mot pour clôturer. Je commence par le docteur Dikoumé Mbonjo. Très rapidement. J'ai dit, notre pays, le gouvernement de notre pays a besoin d'inscrire la transparence financière dans sa logique de fonctionnement. Si cet effort-là n'est pas fait, tout ce qu'on va faire à côté, ce sera du bricolage et ça arrivera à la sous-consommation. Moi, je dirais dans la même logique du docteur, puisque c'est ce que l'on essaie de faire en matière de responsabilité sociétale. C'est-à-dire qu'on ait une responsabilité sociétale des organisations au Cameroun et que l'État, les structures déconcentrées en plus, soient exemplaires. La transparence, effectivement, c'est le mot-clé. Il faut qu'on soit transparent et après, il faut former. Et quand on a formé, j'ai bien aussi apprécié l'idée qui était de dire il faut qu'on forme aussi ces aspects moraux. Parce que tout juste là, avant de venir à l'émission, il y avait des étudiants qui m'expliquent, qui ne comprennent pas que je suis très dur avec eux parce qu'ils n'ont pas respecté les horaires. Ça, c'est un point important. Oui, non, mais moi, en fait, je ne voulais pas soutenir parce que c'est tout un débat. Hein. Je suis enseignant dans les instituts ici et il y en a dans lesquels j'ai démissionné tout simplement parce qu'il y a des tricheries qui sont organisées pour la simple raison qu'on vous demande, par exemple, que un élève doit passer forcément l'examen parce qu'ils sont 10 et les 10 doivent passer. Sinon, on ne va pas écrire l'année prochaine qu'on a eu 100% de... Et ce n'est plus un problème de formation aujourd'hui. C'est vraiment qu'il faut tout. Au niveau de l'enseignement, il faut reformer. Mais c'est pour ça que je soutenais qu'en attendant que ça arrive,
qu'en attendant que ça arrive, qu'on commence déjà à nous programmer les marchés pour qu'on ne soit plus à 30%. Voilà, merci à vous, chers invités. Merci d'avoir accepté ce plateau et surtout de nous avoir accordé de votre science et de votre temps. Madame, monsieur, merci de nous avoir suivis. Nous sommes arrivés au thème de cette autre émission de Equinox Télévision. Restez connectés sur nos programmes. Au revoir.